vidéo les gens. Aujourd'hui on va se retrouver sur une autre vidéo, sur une vidéo qui va faire peur. Donc en fait c'est un autre youtubeur qui s'appelle Silartichaud, qui est très sympa et qui nous fait vivre de la peur. Du coup voilà, je vais pas parler. Il va vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir. C'est parti. Chaque forêt a son histoire et ses légendes. Certaines disposent d'ailleurs d'une sordide réputation, à tort ou à raison. Clapamood est l'une d'elles. Elle fut le théâtre de phénomènes en apparence inexpliqués et sans aucun lien entre eux. Entre témoignages d'apparitions d'ovnis, disparitions d'animaux, malaises soudains, meurtres sordides et rituels occultes. Nous nous intéressons aujourd'hui au mystère de Clapamood. Clapamood est une forêt située à côté du village de Clapham en Angleterre. Les témoignages de phénomènes paranormaux modernes eurent lieu durant les années 1960. Mais des témoignages vieux de plusieurs siècles font mention de phénomènes au sein de la forêt. Au XVIIIe siècle notamment, une dame âgée décrit une forme lumineuse et ronde semblable à une pleine lune, flottant à travers la forêt et qui disparut dans les buissons en déclenchant beaucoup de fumée aux alentours. Cette description d'objets volants non identifiés connaît une continuité à l'été 1967. Paul Glover et un ami à lui marchaient dans les bois de Clapham lors d'une nuit dégagée au ciel étoilé. Vers 22 heures, les deux hommes remarquent un objet volant en forme de boomerang se déplaçant rapidement dans leur direction, avant de le perdre de vue. Quelques minutes plus tard, ils aperçoivent deux lumières lumineuses dans le ciel. Ils affirment que l'une des lumières relâcha un petit objet volant jusqu'à la seconde lumière et il sembla y entrer. Une heure plus tard, les deux hommes voient plusieurs lumières jaunes dans le ciel qui semblent descendre dans les bois. Il y eut plusieurs témoignages dans la décennie qui suivit. Et c'est dans les années 70 que les événements étranges et sordides s'accumulent. Au début des années 1970, David Bennett, un bedeau employé par l'église locale pour veiller au bon déroulement des cérémonies et qui aime enregistrer le bruit des rossignols dans les environs, remarque qu'il ne se manifeste plus, comme si la forêt était devenue silencieuse. D'autres témoins rapportent que la faune semble avoir déserté les bois. Plusieurs promeneurs qui traversent la forêt de Clapham tombent malades. Ils souffrent de maux de tête et de crampes d'estomac. Certains promeneurs rapportent s'être sentis mal à l'aise et avoir été poussés par une force invisible. Un jour, deux promeneurs sont tombés malades au même moment, ressentant d'intenses douleurs. Ce n'est qu'après avoir marché 45 mètres plus loin qu'ils se sentirent mieux. Au mois d'août 1977, Dave Stringer, un enquêteur sceptique, visite la zone équipée d'un compteur Geiger à la recherche de radiations qui pourraient expliquer les phénomènes. Dave raconte qu'à l'heure qu'il parcourait les bois, il aperçut une forme sombre au loin, qu'il décrivit être une masse noire d'environ 3 mètres. Derrière elle, un large disque blanc passa derrière les arbres avant de disparaître dans le ciel, et la forme disparut simultanément. Lorsque Dave se rendit à l'endroit où il aperçut la forme, il releva une empreinte à 4 doigts au sol. Il s'empressa de faire un croquis rapide de l'empreinte, et dessina sans le savoir une empreinte semblable à celle d'une illustration dans le Dictionnaire infernal, un ouvrage dédié au paranormal et aux sciences occultes. L'empreinte appartiendrait au démon Amdusia, un grand-duc des enfers. D'habitude, je ne vous donne pas mon opinion, mais là, honnêtement, je pense que ce témoignage est caduque, soit inventé, soit complètement mensonger, et il est beaucoup trop gros par rapport aux événements qui vont suivre et à ceux qui ont déjà été racontés. Voilà, je le trouve en décalage complet. Quoi qu'il en soit, dans la même décennie, des disparitions et des meurtres ont lieu dans la forêt. Et ces événements arrivent en même temps que les témoignages d'observations d'ovnis, de malaises et de phénomènes paranormaux. Les années 70 sont également le départ d'une période sombre pour Clapamood, car une série de meurtres sordides y prennent place. En juin 1972, Peter Goldsmith, un policier ancien membre d'un commando des Royal Marines, disparaît alors qu'il faisait une randonnée dans la forêt. Son corps fut retrouvé 6 mois plus tard sous un tas de ronces. À l'été 1975, Léon Foster, un retraité, disparut lors d'une promenade dans la forêt de Clapham. Son corps fut retrouvé 3 semaines plus tard par un couple à la recherche de leur cheval perdu. 2 meurtres supplémentaires eurent lieu dans la forêt. Le révérend Harry Neil Snelling à Halloween en 1978, mais son corps ne fut retrouvé qu'au mois d'août 1981. La dernière victime fut Gillian Matthews, une sans-abri schizophrène retrouvée en septembre 1981. Le coupable, Jim Withers, aurait été arrêté et jugé pour les 4 meurtres. Cependant, je ne trouve des mentions de son arrestation nulle part si ce n'est sur un blog. De plus,
J'ai essayé de trouver des sources crédibles en rapport avec les meurtres, mais hormis 2 sources internet journalistiques, je suis resté dans le flou. Cependant, sur un forum, des gens se sont posés les mêmes questions que moi. Ils pensent que Jim Withers n'a jamais existé et sont parvenus à retrouver le certificat de décès de Léon Foster, ainsi que plusieurs mentions sur les corps retrouvés. Et les internautes pensent que les morts sont peut-être liés à un mystérieux culte qui aurait hanté les bois de Clapham autrefois. L'histoire ne fait en réalité que commencer. Et alors que les animaux disparaissent petit à petit dans la forêt, des rumeurs autour d'un mystérieux culte commencent à émerger. En avril 1975, un chien promené par le fils de Peter Love court dans les bois. Il disparaît sans laisser de traces et ne sera jamais retrouvé. Les disparitions d'animaux se succèdent, mais dans un cas, le Golden Retriever a été retrouvé paralysé, tandis que dans un autre cas, un carlin subit une crise d'épilepsie. Un témoin souhaitant garder son anonymat décrit comment son chien est subitement devenu très agité dans le bois de Clapham, se comportant comme un animal effrayé. Tous ces éléments semblent éparpillés, n'avoir aucun lien entre eux. Charles Walker, un enquêteur de l'étrange et du paranormal, décide de mener l'enquête, afin de découvrir ce qui se cache réellement Excusez-moi. dans ces bois. Charles Walker a couvert tous ces phénomènes au moment des faits et atteste de l'authenticité d'une grande partie des témoignages. Il s'intéresse aussi bien aux premiers témoignages datant d'avant que l'affaire ne fasse bonne presse localement qu'aux plus récents. Et il est parvenu à extraire un point commun entre les témoignages de disparition d'animaux et les personnes malades. Tous se déroulent dans 2 zones précises, l'une proche du village et une autre assez isolée, à l'autre bord de la forêt. Cependant, malgré l'analyse de tous les facteurs possibles, Walker ne parvient pas à les lier aux observations d'OVNI, ni à trouver une explication plausible. D'ailleurs, au cours de mes recherches, Walker ne mentionne jamais les meurtres de Clapham. Peut-être parce qu'il ne s'y intéresse pas ou qu'ils n'ont simplement pas eu lieu, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, Walker décide de faire publier des annonces dans la presse pour obtenir des informations. Et il obtient des réponses utiles. Mais beaucoup de plaisantins ou de fanatiques en manque d'attention s'amusent également à le contacter. Mais un jour, Charles reçoit un coup de téléphone qui va bouleverser son enquête. L'informateur donne rendez-vous à Walker dans les bois. Walker est d'abord réticent, mais il s'y rend finalement. L'informateur, caché derrière un arbre, s'adresse à Walker, qui ne le regarde pas, parce qu'il est tout seul et ne se sent pas du tout rassuré. L'informateur lui apprend l'existence d'un groupe occulte dans les bois, les Amis des Cats, qui sacrifient des chiens lors de leur rituel afin de vénérer la déesse Hécate. Avant de poursuivre, Charles tient à préciser certaines choses sur l'occulte. Les raccourcis clichés sont faciles et dangereux lorsqu'on parle de sorcellerie, satanisme et magie noire. On pense immédiatement à des pillages de tombes, des sacrifices et une débauche sanglante et sexuelle en mettant tout dans le même panier. Mais il y a des différences. Les événements occultes ayant eu lieu à Clapham ne correspondent pas à de la sorcellerie et des rites païens. Et les adeptes de l'occulte rapportent régulièrement qu'il n'y a pas de magie noire ou de magie blanche. Il n'y a que des forces que les adeptes de l'occulte dirigent vers un objectif défini, bon ou mauvais. Ce qui caractérise les appellations de magie noire ou blanche. C'est du moins la définition qu'en fait Charles. Ce qui se déroule en apparence à Clapham se rapproche donc d'un culte qui glorifie la déesse Hécate. L'informateur explique que le culte s'est formé dans le Sussex, puis s'est installé à Clapham. Il explique que le culte sacrifie des animaux au cours de leurs réunions mensuelles, et que les membres seraient prêts à tout pour protéger l'identité et les activités du culte, dont certains membres seraient haut placés. L'homme s'en va par la suite. Était-il un membre souhaitant quitter le culte, ou juste quelqu'un désirant que leur existence soit découverte? Charles ne sait pas, et il poursuit l'enquête. Il s'intéresse à la déesse Hécate, décrite comme ayant 3 têtes. Lorsqu'elle est invoquée, on dit qu'elle apparaît suivie par une meute de chiens de chasse, et autrefois, des chiens étaient sacrifiés en son honneur. Elle est également la reine des sorcières. Pour Charles, les similitudes entre Hécate et les pratiques du culte sont donc évidentes. Walker enquête sur la présence des Amis d'Hécate, mais personne ne semble avoir entendu parler du culte ou de quelque chose s'apparentant à de la magie noire. Walker devient douteux. Pour lui, les Amis d'Hécate ont un ou plusieurs contacts dans le village de Clapham qui couvrent leur existence et leurs agissements. Walker fait la rencontre de Toyn Newton, un autre enquêteur. Ils échangent leurs informations et décident de travailler ensemble. Ils décident d'écarter les témoignages d'OVNI qui ne semblent pas connectés à l'affaire, et ils se concentrent sur les autres mystères de Clapham Wood. Après des mois de collecte d'informations, d'interviews et d'enquêtes, Walker décide d'interroger des contacts à lui qui appartiennent à des cercles occultes. Il interroge ainsi Elimas, le haut prêtre d'un couvent de sorciers païens à Brighton. Elimas décrit le culte des Amis d'Hécate comme un groupe qui sait ce qu'il fait, et après avoir trouvé un lieu aussi atmosphérique que Clapham pour leur rituel, ils ne bougeront pas et protégeront le lieu. Elimas termine en mettant en garde Walker sur les dangers qu'il court en poursuivant. Les années passent. En juillet 1985, un journaliste intéressé par les événements contacte Walker. Il souhaite passer une nuit dans la forêt pour enquêter.
Walker accepte et sa femme, Jeanne, se joint à eux. Après une journée passée dans les bois et à la nuit tombée, les 3 enquêteurs équipés de lampes électriques parcourent un sentier à côté d'une église et s'apprêtent à retourner dans les bois. Ils arrivent face à un portique en bois qu'ils doivent escalader. Le journaliste passe et tend la main à Jeanne pour la réceptionner. Mais alors qu'elle escalade, Walker décrit qu'une force la tira en arrière et la fit chuter à côté d'une clôture embarbelée. Son bras s'étant pris dans la clôture, les 2 hommes décident de conduire Jeanne à l'hôpital pour éviter une infection. Ils retournent par la suite dans la forêt pour y finir la nuit, mais il ne s'y déroule rien d'inhabituel. En 1987, Charles Walker publie The Demonic Connection, un livre qu'il coécrit avec Don Newton dans lequel il retrace son enquête qu'il mène au culte des amis d'Hécate. Walker retourne très souvent au lieu de l'incident de sa femme, mais il ne se passe jamais rien, et depuis... Alors, fake ou réalité? Alors, dites-moi si vous voulez que la suite. Donc là, je vais faire les 2 épisodes de suite. Et ensuite, un autre épisode, salut.